Donc, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre troisième webinaire de la saison consacré au sommeil des tout-petits. Je m'appelle Samantha et je suis coordinatrice de projet chez Nexus Santé, un organisme à but non lucratif dédié à la promotion de la santé. À travers notre projet Parenthèse, nous soutenons les familles francophones de l'Ontario en développant des webinaires, des balados et en finançant des groupes de soutien dans la province. Toutes nos ressources de l'année dernière sont disponibles sur notre site internet parenthèseon.ca et vous pouvez retrouver nos balados sur Spotify et YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur notre groupe Facebook Parenthèse Ontario, informations et ressources en petite enfance. Avant de commencer, je tiens à reconnaître que nous sommes réunis sur les territoires autochtones traditionnels. Pour ma part, je me trouve sur les terres des Haudenosaunee et des Mohawks. Je vous invite à prendre un moment pour honorer les peuples autochtones qui ont habité, protégé et transmis le savoir de ces terres depuis des générations. Merci. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre intervenante de cet après-midi. Émilie Leblanc est somnopédagogue et éducatrice de l'enfance 0 à 12 ans, spécialiste du sommeil en collectivité et maman de 2 enfants. Forte de 20 ans d'expérience en service de garde éducatif, donc 8 ans auprès des tout-petits, elle accompagne aujourd'hui les parents, les familles et les éducateurs dans la compréhension et l'amélioration du sommeil de l'enfant. Son objectif est d'outiller les parents pour qu'ils deviennent les premiers alliés du sommeil de leur enfant, dans la douceur et la confiance. Et avec cela, je suis ravie de passer la parole à notre intervenante aujourd'hui. Bonjour Émilie. Bonjour, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui peut être passionnant, mais aussi euh, troublant pour certains, euh, anxiogène pour d'autres. Souvent, le moment du dodo est appréhendé de façon négative parce qu'on entrevoit que ça ne sera pas si facile et si simple à mettre en place avec notre enfant. Alors, je fais un petit jeu de mots, je l'ai appelé parenthèse dodo. OK, parce que pourquoi? Ben, là, pour le parenthèse aussi d'aujourd'hui, mais aussi parce que souvent, on le met comme ça, on le met en parenthèse, comme si les siestes, le sommeil de l'enfant étaient perçus de cette façon-là. Donc, peut-être qu'il va dormir, peut-être qu'il ne dormira pas, peut-être que c'est important, peut-être que ce ne l'est pas. Je fais souvent des parallèles avec l'alimentation, avec les repas auxquels, on ne met pas ça entre parenthèses, les repas. On les met vraiment en avant-plan et moi, je veux sensibiliser les parents, les familles, les professionnels aussi, qui travaillent, qui gravitent autour des enfants, à ne pas le mettre entre parenthèses. Donc à le mettre en premier plan autant que l'alimentation. Alors, je peux vous donner un exemple pourquoi je dis ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bon, dire on va faire une activité. On va faire une activité après le dîner. Donc, on n'oublie pas de manger. Et après ça, bah, c'est pas grave, la sieste, c'est pas grave, le dodo, il va le faire plus tard. Ou c'est pas grave pour aujourd'hui, il ne le fera pas. Donc, on n'oubliera pas de manger. Ça, on ne le met pas de côté, mais la sieste, bien souvent, elle est balayée du revers de la main. Et ça a des petits impacts par après. C'est pas grave, mais il faut être, après ça, il faut être conscient de ce que ça va avoir comme répercussion. OK? Alors, une petite intro pour vous parler de ça. Alors, je poursuis en me présentant. Donc, comme Samantha m'a présenté tantôt, je suis somnopédagogue de l'enfance 0-12 ans. J'ai travaillé dans les centres de la petite enfance au Québec, donc dans les CPE, qui sont les services de garde éducatifs, pendant près de 20 ans. Et les 8 dernières années, j'étais avec les petits poupons, donc en pouponnière. Alors, maintenant, je suis spécialiste du sommeil en collectivité, donc j'accompagne les milieux de garde, j'accompagne les éducatrices, éducateurs, même au niveau scolaire aussi, donc à l'école, pour mettre en place au quotidien ce qui va être favorable pour le sommeil.
Et en tant que parent à la maison, eh bien, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui se passe, comment est mis en place la journée de votre enfant quand vous n'êtes pas avec lui. En général, on ne peut pas tout savoir les détails, bien sûr, mais en général, parce que ça va avoir un impact rendu au soir et à la nuit sur le sommeil. Alors, tout ce qui va avoir été mis en place dans la journée. Alors, c'est pour ça aussi que je vais outiller les professionnels en service de garde. Alors, parce que comme éducatrice, j'ai perçu, j'ai vu, j'ai accompagné des enfants vers le sommeil aussi et les familles que j'accompagnais et que je recevais le matin, les parents fatigués, les enfants aussi déjà en dette de sommeil et même petits bébés. Alors, c'est ce qui m'a, motivée à faire un tournant et aller me spécialiser pour outiller les familles et les professionnels sur le sommeil de l'enfant. Alors, voilà, on poursuit. On poursuit et on commence. Alors, on commence avec les bases du sommeil. Bien sûr que il n'y a pas de formule magique au niveau du sommeil, mais il y a des bases à respecter. Il y a des bases théoriques à savoir aussi. Donc, il y a des moyennes sur le sommeil de l'enfant. Alors, je vais vous présenter ça pour commencer. On appelle la biologie du sommeil, les rythmes circadiens. Ça, c'est-à-dire que c'est un rythme sur 24 heures. Alors, le sommeil se prépare sur 24 heures. Le jour prépare la nuit prépare le jour. Et c'est pour ça que je veux vous parler aussi de pas négliger qu'est-ce qui s'est passé dans la journée de votre enfant, même si vous étiez avec lui. Et vice-versa, si vous êtes un professionnel à l'écoute, de ne pas négliger le soir, la nuit et le petit matin. Comment ça s'est passé pour l'enfant? OK? Alors, ça permet d'ajuster par la suite quand l'enfant est avec vous. Alors, ce que je peux percevoir, de ce que j'ai su, c'est qu'il y avait quand même plusieurs intervenants en ce moment qui écoutent le webinaire. Alors, ça, j'aimerais savoir, c'est quoi votre profession? Êtes-vous là en tant qu'intervenant, en tant que parent? Alors, à qui je m'adresse en ce moment? Et puis, en fait, prenez tout ce que je dis pour vous parce que je fais beaucoup de mix là, OK? Donc c'est et pour un et pour l'autre à cause qu'on parle du 24 heures. Alors comme je viens de dire, j'ai expliqué le rythme circadien. On a l'hormone de la mélatonine. On a déjà souvent entendu ça, hein, mélatonine: «Ah moi, il sécrète pas beaucoup de mélatonine, tout ça, bon, je lui en donne en capsule». OK. Alors avant de se rendre là, qu'est-ce qu'on peut faire? OK. L'enfant sécrète suffisamment de mélatonine s'il n'y a pas de problématique quelconque, physique, physiologique, psychique. Mais, il y a une autre hormone qui s'appelle le cortisol et le cortisol, si la mélatonine n'est pas bien équilibrée avec le cortisol, ben, elle ne sera pas suffisamment sécrétée au bon moment. C'est juste pour ça. Pas qu'elle ne sera pas en bonne quantité, mais le cortisol va être trop élevé pour permettre à la mélatonine de faire son travail. Hem, Ensuite, les cycles de sommeil. Alors, on a des cycles de sommeil en alternance. On a le sommeil léger, le sommeil profond, très profond, paradoxal. Et la durée de ces cycles-là, qu'on fait référence des fois avec le petit train du dodo, du sommeil, que vous avez peut-être déjà entendu parler, la locomotive qui arrive et c'est une analogie. Alors, on a le dessin du petit train, la locomotive et chaque wagon de train représente un cycle. Quand l'enfant et l'adulte également a embarqué dans chacun des wagons, il recommence un nouveau cycle, alors le train repart. Alors, la durée des cycles chez l'enfant est beaucoup plus courte que chez l'adulte. L'enfant, à partir de 3 ans, va avoir un cycle qui va ressembler de plus en plus à celui de l'adulte, c'est-à-dire entre 90 et 120 minutes. Alors, la qualité du sommeil, bien, ça dépend de l'enchaînement complet des cycles. Alors, est-ce que l'enfant a eu le temps? Est-ce qu'il a pu compléter ses cycles de wagon ou il a été réveillé avant d'entrer dans son sommeil profond, avant d'entrer dans son sommeil paradoxal? Sommeil paradoxal, c'est le sommeil où on rêve.
Alors c'est super important de permettre à l'enfant de pouvoir compléter ses cycles. C'est pour ça que je ne recommande pas de réveiller un enfant qui dort, à moins qu'on n'ait vraiment pas le choix, OK? Et la lumière et les activités. Alors, ça permet aussi de synchroniser l'horloge biologique interne. Alors ça, c'est une petite horloge qu'on a à l'intérieur de nous, OK? Alors souvent dans les consultations, dans les conférences que je fais, je dis: «Vous pouvez regarder l'horloge sur le mur pour vous indiquer approximativement comment mettre en place le sommeil au quotidien. Mais oubliez pas l'horloge interne. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'enfant pour dire: «Ah, là, je perçois des petits signaux qui me disent que ça serait le bon moment pour se coucher». Et ces petits signaux-là arriveront pas nécessairement à la même heure que les autres enfants à côté, que les frères ou les sœurs à la maison. Alors, chacun peut avoir quelques minutes de différence. Alors, c'est important. Donc, chaque enfant est unique à ce niveau-là aussi. Alors voilà, je vous propose, de regarder maintenant des besoins en moyenne selon l'âge, OK? Ce sont des moyennes. Alors entre 0 et 3 mois, environ de 14 à 17 heures par jour. Donc je parle encore du 20 sur 24 heures, réparties jour et nuit en plusieurs siestes, OK? Alors c'est un sommeil polyphasique, plusieurs plusieurs dodos par jour, OK? Il se réveille, entre 30 et 45 minutes maximum de sieste. Entre 4 et 11 mois, 12 à 15 heures, incluant 2 à 3 siestes, de 1 à 2 ans. Donc là, il y a 1 à 2 siestes, mais c'est parce que la sieste du matin va disparaître environ entre 14 et 16 mois, dépendamment de l'état de ses nuits. Donc, c'est toujours ça aussi. Il faut voir si les nuits sont optimales avant d'enlever la sieste du matin. Entre 3 et 5 ans, c'est entre 10 et 13 heures par jour, avec une sieste dans l'après-midi. Et là, on voit de plus en plus, rendu 4, 5 ans, que c'est plus un repos calme l'après-midi, mais on doit le proposer à l'enfant, la période pour se calmer, la période pour s'allonger. Si l'enfant en a vraiment besoin, à ce moment-là, on aura mis ce qu'il faut en place pour que l'enfant s'endorme. Et entre 6 et 12 ans, de 9 heures à 12 heures par nuit. OK, donc là, on parle plus vraiment aussi de 24 heures parce que là, l'enfant va plus, dormir la nuit entre 6 et 12 ans. Mais quand on a besoin d'une sieste dans l'après-midi, même en tant qu'adulte, on le sait que ça peut vraiment être réparateur et faire du bien. Alors, comme j'ai dit tantôt, le jour prépare la nuit prépare le jour. On n'oublie pas ça. OK? Alors, voilà. Qu'est-ce qui peut nous aider? Qu'est-ce qui peut faciliter ça? Les activités présentées le jour. Alors, est-ce que le matin là, surtout qu'on a changé l'heure là, hein, au mois de novembre, on a changé l'heure. Alors, on essaie le plus possible de s'exposer à la lumière l'avant-midi parce que la luminosité diminue très rapidement l'après-midi. OK? Alors, à partir de 16 heures, 16h30, là, la luminosité diminue et c'est à ce moment-là, ça influence le sommeil parce que la mélatonine est sécrétée avec la luminosité qui diminue. Alors, quelle activité on pratique et à quel moment ça va vraiment avoir un impact sur le sommeil? Est-ce que l'activité physique intense est plus pratiquée l'avant-midi? Est-ce qu'elle est pratiquée vraiment très près du dodo? Donc, activité pratiquée très près du dodo va avoir un impact parce que ça augmente la chaleur corporelle, parce que ça stimule les hormones de l'éveil, le cortisol. Alors, à quel moment pratique-t-on les activités pour que ce soit optimal? Le choix dans l'alimentation. Alors, il y a des aliments qui peuvent être pro-sommeil, il y a des aliments qui peuvent nuire au sommeil. À vérifier, un rythme régulier sur 24 heures, ça favorise l'endormissement et la qualité du sommeil, OK? La régularité, la constance, la cohérence, OK? Avec l'enfant, là, on y gagne. Et bien sûr, les moments calmes en fin de journée, OK? Ça prépare le corps et l'esprit au repos. Alors, comme je disais précédemment, l'activité physique intense, elle n'est pas à privilégier rendue le soir, rendue en fin de journée. C'est pas le bon moment. Donc, tout est permis dans la journée de faire, mais comment, à quel moment on le place? C'est la même chose en service de garde éducatif. OK?
Alors, les siestes adaptées, ben, soutiennent un sommeil nocturne réparateur. Alors, c'est faux de penser qu'une sieste dans l'après-midi va nuire au sommeil du soir. Il faut qu'elle soit placée au bon moment. Alors, ce que je recommande, c'est avant 15 heures l'après-midi. Et après ça, est-ce qu'on a assez de temps d'éveil? Et là, dépendamment de l'âge de l'enfant, mais le temps d'éveil ensuite, entre le où l'enfant s'est réveillé et le moment où il se couche en fin de journée. Alors, s'il s'est réveillé à 15 heures maximum et qu'on essaie de coucher l'enfant à 18h30, 19 heures, peut-être que ça va être trop rapide ou peut-être qu'il en a besoin rendu là. Alors ça, c'est des signaux qu'on va voir un petit peu plus tard, mais qu'est-ce qu'on doit observer pour pouvoir répondre adéquatement aux besoins de sommeil au bon moment? Parce que chacun est différent. Et bien sûr, quand on parle de routine, des fois, il y a des familles, qui, aiment moins ça, hein. Il y a des parents qui disent: «Ah moi je suis pas routinier, je n'aime pas ça et je» c'est possible, mais pour offrir des points de repère aux enfants qui ont aucune notion du temps, c'est dans la routine que les enfants vont avoir ces points de repère-là. Et en ayant ces points de repère-là, c'est sécurisant pour l'enfant parce qu'il sait qu'est-ce qui va arriver. C'est favorable au sommeil parce que quand on est sécure, on est plus paisible. Alors, le stress diminue et tantôt, j'ai parlé des hormones, de cortisol, qui est l'hormone de l'éveil. Plus il y a de stress, plus elle est sécrétée. Alors, plus on permet à l'enfant de vider son petit sac à dos de stress à mesure que la journée avance, comme en lui offrant une routine sécurisante, ben, on favorise le petit sac à dos de stress à se vider jusqu'au dodo. Et à ce moment-là, ça va faciliter un endormissement plus paisible. Ensuite, c'était une première partie pour parler des bases du sommeil. Là, bien sûr, là, je vais passer à travers beaucoup de sujets, assez rapidement, mais c'est parce qu'en 1 heure, condenser tout ça, j'ai essayé d'aborder le plus de sujets possible. Alors n'hésitez pas après, prenez des notes sur les questions que vous avez, puis après ça, ben, je pourrai y répondre s'il y a quelque chose qui n'a pas été, clair pour vous. Alors maintenant, on va parler de l'allaitement nocturne et du sevrage. Pour commencer, je veux parler des besoins de chacun. Alors se questionner, c'est le besoin de qui? OK? Et est-ce qu'on est bien là-dedans? Et si on est bien dans l'allaitement nocturne, on continue. Si on voit que là, on est épuisé, notre enfant aussi, on cherche des solutions. Alors, c'est ce que je propose aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas là pour me positionner pour, contre allaitement nocturne, absolument pas. Je suis pour votre bien. Alors, peu importe, c'est là. Moi, j'interviens quand le parent a besoin et qu'il veut changer, modifier certaines choses, c'est là que ça se passe. Avant ça, tant que tout le monde dort bien, merveilleux, continuez comme ça. Alors, il y a des différences, OK? Il y a des différences entre le besoin nutritionnel et le besoin de rassurance. Et des fois, il y a des associations qui sont créées avec ça. Alors, en général, entre 0 et 6 mois, les besoins nutritionnels sont fréquents, autant le jour que la nuit, bien sûr, hein? L'enfant, c'est son travail de s'assurer d'être, nourri et d'être sécurisé entre chaque réveil. Les estomacs sont plus petits, donc la digestion est rapide. Et réassurance par le contact et la succion, ben, bien sûr que le petit, petit bébé en a vraiment besoin, OK? Alors on y répond. On ne se pose pas la question, on y répond. Heu, Entre 6 et 12 mois, alors ça peut varier. Alors le besoin nutritionnel diminue la nuit si la croissance est normale et si l'alimentation de jour est équilibrée et variée, OK? Les réveils sont souvent liés à un besoin de réassurance, donc dû à la séparation d'avec le parent, à des malaises, aux changements qui peuvent survenir. Alors, si le parent est à l'aise et veut aller réassurer son enfant et l'allaiter, c'est parfait.
S'il veut changer à ce moment-là cette association-là, c'est parfait aussi. Et il y a d'autres façons de faire. 12 mois et plus, alors le besoin nutritionnel nocturne est plus rare, OK, parce que là, l'enfant mange bien le jour, il va tout chercher ses nutriments et le tout. Les réveils, majoritairement, sont pour le réconfort, la sécurité, soit par des habitudes ou des associations, comme je disais tantôt, ou de l'inconfort. Alors, en tant que parent, vous êtes les premiers qui sont au courant de pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Parce que c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. Alors, à l'intérieur de vous, vous le sentez. Alors, je vous invite vraiment à vous reconnecter avec ça. Quels sont les signes qui pourraient nous mener à commencer à réduire les tétées nocturnes si on le désire? Alors, le bébé a plus de 6 mois et il suit bien sa courbe de croissance. Il mange suffisamment le jour, ok, varié, solide, plus le lait aussi qu'il y a en portion suffisante le jour. Son poids est de plus de 5 kilos. Il peut dormir au moins 5-6 heures d'affilée et se rendort parfois sans tétée. Les réveils nocturnes sont plus liés à l'association qu'à la faim. Il prend plusieurs tétées rapprochées dans la nuit sans boire beaucoup. Alors là, à ce moment-là, on fait «Oups, oups, OK, là, est-ce qu'on peut commencer à réduire pour éventuellement les enlever?» Si vous êtes rendu là, c'est des signaux que vous pouvez observer pour dire «OK, je vais commencer». Alors, la réduction doit être progressive, hein, on ne fait jamais rien tout d'un coup, OK, et adaptée à l'enfant et à la réalité familiale. Comment on fait ça? Le progressif. OK? Donc, approche progressive et bienveillante pour le sevrage nocturne. Alors, on peut commencer par diminuer la durée ou la quantité des tétées nocturnes. Alors, à chaque fois, on peut décrocher le bébé du sein un petit peu plus tôt à chaque fois et peut-être sauter une tétée sur deux. Voilà. Alors, c'est ça. On allonge l'intervalle entre les tétées la nuit. Dépendamment comment ça se passe l'alimentation le jour et que si on ressent que l'enfant aurait faim la nuit, alors on augmente plus les calories dans nos choix de nourriture le jour. On peut remplacer certaines tétées par du réconfort sans l'allaiter. Parce que l'enfant, le réconfort, c'est l'odeur, c'est se faire bercer, chanter des chansons, faire des «ah, ah» doucement, OK? Alors ça aussi, on commence par essayer de voir si ça peut, rassurer l'enfant autre que la tétée. Et on implique l'autre parent qui ne sent pas le lait. Alors le papa, lui, sent pas le lait, alors l'enfant va peut-être avoir tendance à vouloir se faire réconforter d'une autre façon que par la tétée. Eh bien, à travers tout ça, on garde une routine de coucher constante et apaisante. OK, ça, la constance, c'est les points de repère. Déjà là, en gardant ça, même si on change certaines choses dans la nuit, ben, au moins les points de repère sont sécurisants pour l'enfant à ce moment-là. C'est plus facile après d'accepter les autres changements qui arrivent. Heu, soyez patient, soyez cohérent. Alors, on ne peut pas constamment changer notre recette parce que le résultat ne goûtera pas la même chose pour l'enfant. OK? Et il faut être patient, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. L'important quand même, c'est d'observer certains changements au fur et à mesure. Alors, certaines améliorations de jour en jour. Pas nécessairement que tout est réglé en 3 jours, mais que certaines améliorations sont là. Alors, à ce moment-là, dire: «Ah, OK, on est sur la bonne voie, on continue et on persévère». Chaque enfant est unique. Le sevrage s'adapte à ses besoins et à sa réalité familiale. Je le répète. OK? Alors, ce qui arrive dans la maison d'à côté, c'est pas nécessairement ce qui peut arriver chez vous. Alors, on n'a pas besoin de se comparer. On n'a pas besoin d'essayer les mêmes formules. On peut, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas de la même façon. Ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas le même enfant. Voilà.
le petit chapitre sur, l'allaitement nocturne. Ensuite, avoir un environnement de sommeil sûr. Alors, comment on fait ça, avoir un environnement? OK, on a toutes sortes de recommandations, qui ont changé aussi au fil du temps. Alors, on va se baser sur en ce moment, c'est quoi les recommandations idéales de l'OMS Santé Canada. Une température entre 20 et 22 degrés, pas trop chaud, la chambre, OK? Donc on met à l'enfant des vêtements adaptés, pour qu'il y ait pas de transpiration et en même temps pour pas qu'il y ait de frissons non plus, hein, parce que ça peut réveiller ou tenir réveillé aussi, un coup que l'enfant se réveille et qu'il y a un petit peu froid. Ce que je recommande quand même l'idéal, les petites dormeuses, hein, donc les petits sacs de couchage que l'enfant a juste les bretelles puis qui est bien emmailloté au niveau des jambes. Ben, à ce moment-là, l'enfant est couvert, il y a pas froid et on peut l'adapter selon les saisons. Donc, il y en a des plus épaisses, des moins épaisses. Au niveau du tissu, là, ça s'adapte très bien. Donc, l'enfant ne peut pas de se découvrir. Et puis, ça peut un petit peu aider aussi au niveau que, pour la sécurité, dans le sens que quand l'enfant commence à se lever, ben, il ne peut pas passer la patte par-dessus le barreau de son petit lit parce que, il y a la dormeuse là, à ses jambes. Donc, ça peut aussi servir pour ça. Toujours sur le dos, dodo sur le dos pour dormir et à un moment donné, ben, l'enfant par lui-même va bouger, va se mettre dans une position qu'il est confortable, mais le rôle de l'adulte, de le coucher sur le dos pour commencer. La laiterie, un matelas ferme, un drap housse ajusté, aucun oreiller, couverture, tour de lit ou jouet dans le lit. Alors pour prévenir la mort subite du nourrisson, heu, partager la chambre et pas le lit du bébé. Alors, on partage la chambre jusqu'à au moins 6 mois. Donc, on met le bébé avec nous dans la même pièce jusqu'à 6 mois environ. Et là, ça, c'est les recommandations. Vous faites après comme vous êtes bien là-dedans, OK? Mais si vous voulez savoir les recommandations, les voici. On évite tabac, alcool, drogue pendant la grossesse et après, et on favorise l'allaitement maternel. Donc, on n'oublie pas que la surface, le lit conforme aux normes, berceau et parc sécuritaire. Alors, la largeur des barreaux, la hauteur des barreaux, la surface qui est assez ferme, le matelas. OK, donc on se sécurise de cette façon-là. On sécurise notre enfant, l'environnement. Alors, l'environnement évolue, bien sûr, comme on va voir, mais pour tout de suite, heu, les bases d'un sommeil paisible et sans danger, ben, c'est ce que je peux vous recommander. Ensuite, selon l'âge. Alors, bien, tout évolue. Le sommeil évolue, les conditions évoluent, l'environnement évolue aussi. Alors, entre 0 et 12 mois, surface ferme, chambre partagée. Là, là, c'est jusqu'à 12 mois, mais jusqu'à 6 mois minimum. OK? Pas d'oreiller ni d'objet mou, température stable, vêtements adaptés. Ensuite, on monte 12 à 3 ans, 12 mois à 3 ans. Alors, c'est possible d'introduire une petite couverture ou un doudou. Heu, Sécuritaire, parce que c'est sûr que ça va être la phase aussi où est-ce que l'objet transitionnel va apparaître. Ça peut être avant aussi, mais souvent où est-ce que l'objet transitionnel apparaît quand l'enfant entre en service de garde éducatif, quand il y a une phase où est-ce qu'il y a une petite anxiété de séparation. Alors c'est là qu'on introduit la petite doudou, la petite couverture. Si on enlève l'enfant de son petit lit de bébé, alors à ce moment-là, le lit de transition avec une barrière, c'est nécessaire. Heu et une routine visuelle et rassurante. Alors la routine visuelle, ben, c'est peut-être des petites images collées sur un petit carton qui démontrent à l'enfant les étapes avant le dodo et c'est très rassurant aussi d'avoir ça. Ensuite, rendu au niveau scolaire, il ne faut pas l'oublier que le niveau scolaire est très important aussi, hein, le sommeil, les apprentissages et tout, la mémorisation, la concentration au niveau scolaire, ben, ça prend un bon sommeil. Alors, chambre personnalisée. Donc, pas nécessairement personnel, OK? Donc, pas nécessairement les enfants n'ont pas besoin d'avoir leur chambre à eux. Ils peuvent la partager avec la fratrie, mais personnalisée et apaisante, donc à leur goût. Alors, on peut aller choisir avec eux la literie, la décoration et tout. Et c'est pas nécessairement non plus
essentiel d'avoir une chambre extrêmement bien décorée et tout. L'enfant a besoin d'un petit nid à lui, OK? Où est-ce qu'il se sent bien. Alors, on peut aller, entre 4 et 12 ans, aller chercher les intérêts de l'enfant, dire: «Toi, comment comment tu aimerais dormir? Comment tu aimerais que ça se passe au niveau de d'être dans ton lit, là? C'est quoi qui est rassurant pour toi?» On bien sûr qu'on limite, les écrans avant le coucher, hein, au moins, 1 à 2 heures avant, là, on éteint le tout, OK? La lumière bleue de l'écran inhibe la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. C'est on veut pas ça, hein, on veut qu'elle soit favorisée, la mélatonine. Alors, en faisant abstraction, aux écrans, on met ça de notre côté. Et on favorise, l'autonomie dans la préparation du sommeil. Alors l'enfant là: «Bon là, vas-y, fais-la ta routine» et entre 4 et 12 ans, on peut être là pour guider, mais en général, ils sont capables de savoir, mais ils ont quand même besoin d'un guide derrière eux. Pas nécessairement de quelqu'un qui leur dit tout quoi faire, mais qui met en scène. Donc la mise en scène du sommeil, c'est le parent, c'est le professionnel à la petite enfance qui met ça en place pour que l'enfant ensuite prenne ces outils-là, puis plus puisse lui-même s'endormir. Parce qu'on ne peut pas endormir un enfant. On peut tout mettre en place pour que l'enfant s'endorme par lui-même après. La gestion des troubles du sommeil. Est-ce qu'il y en a des troubles de sommeil chez vous ou dans vos milieux? Peut-être, hein? C'est temporaire? Comment on peut gérer ça? J'ai ressorti quelques problèmes fréquents. OK? Réveil nocturne, donc de nombreux réveils dans la nuit qui sont dus à un besoin de réassurance, un inconfort, des habitudes, des associations persistantes. Alors ça, c'est quelques problèmes. Difficulté d'endormissement due à de l'anxiété, à une routine incohérente, à un environnement stimulant. Donc tout ce qui est, externe à l'enfant, ça peut être très stimulant. On essaie de diminuer les stimuli externes pour que l'enfant se connecte à l'intérieur de lui pour mieux s'endormir. Il peut avoir des cauchemars, des terreurs nocturnes. Il y a une différence. Les terreurs nocturnes arrivent plus en début de nuit. Donc, les terreurs nocturnes avant minuit, l'enfant crie, ça peut être très impressionnant. L'enfant crie, l'enfant pleure, l'enfant est en crise assez courte, mais ça dure quand même un temps il faut intervenir, mais Hem, l'enfant n'est pas conscient de ce qui se passe. Alors on le réassure comme on peut, on n'a pas besoin de le réveiller, on le recouche, on attend que ça passe, on est présent. Mais l'enfant n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé après. Tandis que le cauchemar, il y a un contenu à raconter. Donc le cauchemar arrive plus en fin de nuit, dans le sommeil paradoxal, hein. Comme on a vu tantôt les petits wagons du train, ben, c'est le dernier petit wagon. Donc le cauchemar arrive, l'enfant se réveille, il a peur, il peut crier, il peut pleurer aussi, mais pas comme la terreur nocturne. Il n'est pas paniqué, mais et a un contenu à raconter. Il peut nous vous dire qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça, il vous parle, il est là, il est réveillé. Alors, c'est différent. Est-ce que ça fait partie du développement normal de l'enfant, une terreur nocturne? Pas vraiment. Alors, c'est pas quelque chose que tous les enfants font et c'est quelque chose qui peut être temporaire, mais il faut savoir le pourquoi. Alors, on observe la fréquence et on essaie de chercher les causes probables. OK? Donc, un un rythme irréguliers de sommeil, de coucher, de lever, des changements qui sont arrivés, plus de stress, une dette, un manque de sommeil peuvent être vraiment des causes de terreur nocturne. À voir. Particularités. OK, donc il y a des particularités dues à certains troubles du développement, dues à certaines particularités par exemple, de troubles du spectre de l'autisme. Alors, à ce moment-là, ben, c'est difficile de percevoir les signaux de sommeil. Heu, il y a une sensibilité au bruit, à la lumière, aux textures. Alors là, rendu au dodo, c'est pas mal ce qu'on a aussi qui peuvent être, des enjeux. Le rythme circadien sur 24 heures est parfois décalé
et ce sont des enfants qui ont besoin de routines très prévisibles. Donc, on essaie vraiment le plus possible de les avoir, nos petites routines imagées, que l'enfant sache, qu'est-ce qui va arriver. Baisse de stress, permet de libérer les bonnes hormones au bon moment. Il y a aussi, le TDAH qui peut amener des difficultés à s'apaiser le soir. L'hyperactivité mentale et physique à ce moment-là, hein, ça tourne très, très vite, au niveau mental, puis l'enfant est très agité. Donc, est-ce qu'on lui a permis dans la journée de pouvoir dépenser cette énergie-là? Et encore, est-ce que malgré tout, il y en a encore? Il faut en être conscient que c'est possible. L'endormissement est plus tardif, et le sommeil est fragmenté. Alors, à ce moment-là, il y a un impact direct sur l'attention et la régulation émotionnelle le jour. Ça, c'est le TDAH. Mais les symptômes d'un manque de sommeil, d'une dette, peuvent vraiment être similaires aux symptômes du TDAH. L'enfant devient plus agité plus la journée avance, difficulté à se concentrer, difficulté à réguler ses émotions. Alors, dans le dépistage, avant d'en arriver là, on doit voir, est-ce qu'il y a des petites carences de sommeil, mon enfant? Est-ce que ça pourrait être ça qui ressemble beaucoup? Alors, un accompagnement individualisé et cohérent est essentiel pour favoriser un sommeil réparateur. Individuel à ce moment-là. Chacun est différent. Les approches adaptées, quelques petites approches, quelques petites astuces et trucs. OK? Alors, pour les enfants qui ont des petits défis particuliers dus à un TSA, dus à un TDAH, entre autres, il y a plein d'autres particularités aussi. Je ne peux pas faire le tour, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vais quand même vous donner quelques petites astuces. Alors, créer un environnement prévisible, des routines fixes, les mêmes repères chaque soir. Adopter l'environnement sensoriel, tamise la lumière, on peut mettre un bruit blanc, la laiterie qui est tolérée par l'enfant, hein, au niveau des textures, on l'inclut dans sa routine là, quand il est assez vieux pour ça. Les pictogrammes, la séquence illustrée, on peut l'afficher dans sa chambre même. Tu sais, ça devient vraiment un beau lien, positif avec la chambre. On introduit des transitions douces, alors les activités calmes avant le coucher. On renforce, positivement le sommeil. Alors les comportements qui sont liés au sommeil, on met ça positif. Bravo, beaucoup de félicitations, beaucoup de même vous, votre attitude par rapport au dodo. Si vous voyez ça comme une perte de temps, comme quelque chose qui est pas nécessaire ou vous êtes convaincu, alors vous devenez convaincant pour votre enfant, que c'est ce qu'il faut pour son développement. Oubliez pas de collaborer ensemble. C'est pour ça que là, je m'adresse parents et professionnels. OK, dans le webinaire d'aujourd'hui. On collabore ensemble pour un suivi cohérent le plus possible parce que les milieux de vie de l'enfant, c'est le jour et la nuit, dépendamment où il est. S'il est au service de garde ou à l'école le jour, c'est important que la cohérence se fasse aussi rendue dans son milieu le soir et la nuit. Comment le parent va récupérer l'enfant au service de garde ou au milieu scolaire, il va vraiment avoir un impact sur le sommeil par la suite, dépendamment de ce qui s'est passé et ce qui a été mis en place dans la journée. Observer et ajuster régulièrement en fonction de l'évolution de l'enfant. Alors, ça évolue. Là. Dans une année, là, ça évolue beaucoup. Alors, on doit se remettre en question comme parents et comme professionnels. OK, c'était comme ça au mois de septembre. On est rendu au mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux dans l'évolution? OK, je dois m'ajuster, je dois m'adapter. Maintenant, routine et signaux de sommeil. Alors, ce que je vous disais tantôt d'observer l'enfant pour lui répondre au bon moment, c'est ce qu'on va voir maintenant dans ce chapitre. Alors, on a parlé de repères qui donnent une sécurité, une prévisibilité. Ça favorise un endormissement plus rapide. Ça réduit les résistances au coucher, hein, parce qu'il le sait, l'enfant. Il le sait, qu'est-ce qui va arriver.
C'est pas tout d'un coup, c'est pas un interrupteur qu'on éteint un enfant. On peut pas dire, OK, maintenant, poup, c'est le dos. On éteint tout, c'est fini, tu vas te coucher. Il y a des étapes à faire avant pour préparer le terrain, préparer l'enfant aussi. Alors, on aide l'enfant à reconnaître les signaux de somnolence. On lui indique, oh là là, tu frottes tes yeux, hein? Tu frottes tes yeux. D'après moi, là, c'est parce que c'est le bon moment d'aller te coucher. Oh, tu bailles. Oh là là. C'est là, le petit train du dodo arrive. On doit embarquer dedans. On permet à l'enfant de maintenir un bon rythme, même lors de changements ou de déplacements. Alors, même en vacances, on essaie le plus possible. Et là, il n'y a rien de parfait, là. On essaie le plus possible de mettre ça en place. Puis si ça ne fonctionne pas une journée, 2 journées, on se rattrape le plus possible. OK? Si vous avez des questions, là, moi, je ne vois pas le chat. Oui, J'ai vu qu'il y avait une oui, il y a quelques questions, donc si tu veux, je peux te les lire maintenant. il Euh, y a quelques questions. oui, Ben oui, avant qu'on s'éloigne trop du sujet, oui, j'aimerais ça ok, les entendre. parfait. Il y a quelqu'un qui demande, dans votre expérience en service de garde, l'accompagnement individualisé est-il possible et fait souvent? Accompagnement individualisé, est-ce que c'est parce que quand je parlais des particularités de TSA ou de TDAH et tout ça? Euh, Donc, ça serait ça à voir. C'est sûr que individualisé, ça dépend combien qu'on est de personnes dans le local. Est-ce qu'il y a des éducatrices plus spécialisées qui peuvent venir? Est-ce que c'est ça la question? Parce que c'est sûr que quand c'est un groupe de 8, de 10, à ce moment-là, individuel, on peut en avoir des petits moments, oui, mais c'est sûr qu'on doit, ça devient un défi de plus. ok, C'est- parfait. Je vais demander à cette personne s'ils veulent peut-être préciser. Ah, elle a dit... Non, c'est une question générale, merci. Oui, oui, OK. OK, alors, sans besoin spécifique, ben, il faut se trouver des petits moments. OK, il faut se trouver des petits moments le plus possible pour, lors des moments de routine, pouvoir avoir des échanges un à un. Alors, est-ce que c'est quand, ben, si c'est le petit poupon, est-ce que c'est lors du changement de couche? Est-ce que c'est, quand l'enfant se réveille ou quand on permet à l'enfant on se permet de bercer l'enfant un à un, tandis que les autres jouent à côté? Est-ce qu'on est une éducatrice ou 2? Ça fait une différence aussi dans un local. Mais oui, c'est possible d'avoir des soins individuels. Ils n'ont pas besoin d'être, ils n'ont pas besoin d'être très longs. Mais ils ont besoin d'être fréquents juste pour que l'enfant sache il est reconnu et il est vu parmi les autres. Alors, au moment où, par exemple, moi, je me souviens quand je leur faisais leur petite toilette après le repas. Alors, les autres terminaient de manger, tout ça à côté et là, on faisait un jeu. On faisait un jeu pour se laver avec la débarbouillette, une chanson comme ça. Après ça, je le débarquais, il y avait un moment de gros câlin. Alors, c'était peut-être un 2, 3 minutes, mais qui était individuel et vraiment une belle connexion un à un. Ça, ça fait un lien significatif avec le professionnel et l'enfant. Puis les liens significatifs, c'est très, très, très précieux pour permettre à l'enfant de mieux dormir paisiblement. Et en plus, ça remplit le réservoir affectif de l'enfant. Parce que des fois, il y a besoin de crier et de se sentir unique à travers tous les enfants du milieu. Alors, on doit pouvoir lui offrir ces petits moments-là, donc qui peuvent être très courts, mais très intenses. Alors, est-ce que ça répond à la question? Oui, elle a dit merci. Et oui. Ça me On fait plaisir. a une autre question, c'est une question un peu personnelle. Donc, la personne a un bébé de 5 mois. Avant, le bébé dormait bien dans sa bassinette, mais depuis environ un mois, aussitôt qu'on dépose le bébé, il se réveille et il crie sans arrêt jusqu'à ce qu'ils le reprennent dans leur lit.
La personne a dit qu'ils ont essayé le sac magique pour réchauffer la bassinette, chandail porté par maman, bris Mmh. blanc, veilleuse, routine de dodo depuis 2 mois. Donc, la personne demande si vous avez des astuces pour qu'il revienne à dormir dans sa bassinette. Oui, il y en a plusieurs, mais là, étant donné que je connais pas la routine de l'enfant sur 24 heures, c'est plus difficile à répondre. Hem, alors oui, c'est sûr que le bébé, il recherche les conditions, d'endormissement et dans ces conditions d'endormissement, si le bébé est endormi dans les bras, ben c'est sûr que quand il est déposé, il perd une de ces conditions d'endormissement. Alors, à ce moment-là, ce que je pourrais recommander, c'est quand on perçoit les signaux de somnolence, que je vais expliquer un petit peu plus tard, c'est, d'aller le poser dans le lit en étant réveillé pour qu'il s'endorme dans son lit. Donc, on peut rester près de lui s'il en a besoin, bien sûr, mais le fait de passer des bras, d'être emmailloté, d'être collé avec l'odeur et la chaleur, c'est une bonne idée de mettre le vêtement qui sent le parent, d'essayer d'avoir de cette chaleur-là. Puis c'est ça, de faire de façon graduelle, c'est une bonne idée. Hem, mais, il y a plusieurs éléments à mettre en place, pour que je puisse répondre quand même. Il me manque plusieurs, éléments. Mais ça peut être, une solution que le bébé, au moment où il se réveille, il est au même endroit que où est-ce qu'il s'est endormi. OK, parfait, Il y très bien. aurait ça. Oui, c'est ça. Si, vous avez des questions après, vous pouvez également, nous contacter et comme ça, on pourra vous mettre, également en contact avec Émilie. On Oui, a est-ce qu'on a quelques autres questions? Donc je sais pas si tu souhaites continuer avec les questions, on attend la fin. oui, je vais continuer, puis, peut-être qu'il y en a qui vont se rajouter par la suite. OK. Bon, Ouais, on a les 2 autres questions, on va répondre à la fin. Donc très bien, parfait. il y a 2 autres questions. OK, Oui, parfait. pour OK, l'instant, oui. Parfait. ça marche. Alors, lors de voyages, lors de déplacements, lorsqu'on a de la visite à la maison ou c'est qu'on est en visite quelque part, quand il y a des petites maladies, ça change le rythme, ça change les routines, c'est sûr qu'on doit s'adapter, mais on doit quand même répondre aux besoins de sommeil de l'enfant, OK? Le plus possible. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir comme là, la question que je viens de répondre, j'ai parlé de conditions d'endormissement. On essaie d'avoir ces conditions d'endormissement-là qui peuvent se déplacer avec nous et recréer des repères familiers. La doudou, la couverture, le parent, bien sûr, s'il est là, euh, et un petit rituel qui peut nous suivre, qui met des points de repère à l'enfant qui lui dit: «Ah oui, OK, c'est le moment où je vais m'endormir et je suis bien, parce que je reconnais ces repères-là, même si je suis pas dans ma chambre, à la maison, comme d'habitude, c'est possible, OK? Et si on a des invités à la maison, alors on se retire avec l'enfant un moment calme, on lui donne, on permet de remplir le réservoir affectif au maximum. Alors des câlins, une histoire, tu sais, on dit à nos invités: «Je vais vous revenir, mais je dois aller coucher mon enfant, c'est vraiment le moment où est-ce que parce que si on passe ce moment-là, ça va être plus difficile, l'enfant va être encore plus fatigué et on s'aide pas là, avec la visite, OK? Donc on essaie de maintenir le plus possible, la même routine, même s'il y a des gens à la maison. Puis, ben, quand l'enfant est malade, c'est pas pareil. Puis c'est comme ça. L'enfant est On donne priorité au confort, au réconfort, il y a plus de réveil, on y répond. Tu sais, un enfant qui est malade, c'est pas évident pour lui de comprendre, ça augmente son stress, même si c'est un simple, un rhume ou, quelque chose que tu sais, l'enfant qui se réveille, qui a le nez bouché, c'est assez paniquant pour lui, là. Il a besoin de réconfort, il a besoin que puis dépendamment de son âge, il peut pas toujours comprendre qu'est-ce qui se passe, là, le pourquoi. C'est juste que pour lui, c'est pas comme d'habitude, il y a un malaise, c'est le rôle du parent d'aller le sécuriser et répondre à ça. Mais, c'est sûr que les petites maladies, ça nuit au sommeil et un coup que c'est guéri, un coup que c'est passé, ben, on refait le plus possible ce qu'on faisait avant, puis ça se replace, là. On remet ça dans l'ordre, on remet la constance, puis l'enfant il fait: «Ah oui, OK, c'est vrai que c'était bien avant aussi, puis, ça va être correct pour la suite».
Donc, il n'y a pas de mauvaises habitudes qui se sont créées à ce moment-là, mais peut-être de nouvelles associations courtes. Puis après ça, ben, on doit un petit peu désassocier ça. Donc, les règles clés. Alors, flexibilité. Soyez flexible temporairement pour ça. Mais comme je disais, on revient aux habitudes de sommeil dès que possible. Il faut être doux envers nous, là. OK? Il y a pas de, il faut pas être rigide. Il n'y a pas de blanc ou de noir. C'est nuancé, le sommeil. Ça fluctue. C'est pas un long fleuve tranquille. Alors, on doit s'ajuster régulièrement. J'ai regardé le temps. OK. Cododo et partage de chambre. Il y a plusieurs significations à ça. Je vais en parler. Euh, je vais donner quelques définitions, mais il y a pas de je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, tu sais, je suis neutre. OK, c'est nuancé. Je vais dire ce qu'il en est et après ça, c'est aux parents et aux familles de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire pour eux, puis pour leur enfant. Mais à condition que les besoins de sommeil soient répondus, puis que l'enfant ait et le parent, parce qu'un parent fatigué, à un moment donné, ça devient moins, tolérant aussi et sa santé peut en jouer. Alors, quelques définitions et formes de cododo, parce que des fois, ça part dans tous les sens, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Alors, le cododo, c'est la proximité de dormir immédiatement près de l'enfant pour favoriser la surveillance et la réponse rapide à ses besoins. Alors, il y a le partage du lit, donc le parent qui dort avec l'enfant dans le même lit, et le partage de la chambre. Alors, l'enfant qui dort dans la même chambre, mais qui a son propre lit. Alors, il y a des définitions comme ça. Il y a aussi le modèle du petit lit qui est ouvert et qui est collé sur le lit parental. Donc, l'enfant a son espace. Chaque forme comporte ses avantages, ses risques. Donc, ça a évalué selon l'âge de l'enfant et les recommandations de sécurité que j'ai mentionnées plus tôt. Alors, quelques avantages, bien sûr que ça peut favoriser au niveau de l'allaitement nocturne et le lien parent-enfant, d'avoir la proximité. Ça rassure l'enfant, ça peut réduire les pleurs. Les pleurs ne sont pas nécessairement négatifs. OK? L'enfant exprime avec des pleurs. Alors, on ne doit pas chercher toujours à éteindre ces pleurs-là. On doit être là, les accueillir, y répondre. Ça permet aussi comme avantage d'avoir une surveillance rapprochée. Il y a des risques. Alors, les risques, quand c'est tout près, là, dans le même lit ou qu'il faut faire attention, l'étouffement, le coincement, la chute du lit. Les risques sont plus accrus en consommation de tabac, d'alcool, de drogue ou d'extrême fatigue parentale. Non recommandé de dormir avec son enfant à ce moment-là. Alors, ça, comme je l'ai dit tantôt, donc c'est un retour sur les recommandations de l'OMS et Santé Canada. Comment faire si on veut passer un sommeil plus indépendant? Ça dépend de chaque famille, ça dépend de chaque enfant, mais en règle générale, il faut y aller de façon progressive. OK? Alors, plus d'autonomie au coucher, ben, on peut lui donner de plus en plus de petites tâches avant. Commencer par le début de nuit dans le lit de l'enfant. Rassurer par la présence physique ou la voix. Pas nécessairement d'aller puis de prendre l'enfant ou de s'allonger à côté. Peut-être qu'on peut juste essayer de le rassurer avec notre voix. L'objet transitionnel que j'ai parlé tantôt. OK? Imprégné de l'odeur du parent, le doudou, la couverture, le toutou, dépendamment de l'âge. Euh, mais tu sais, on peut habiller le toutou avec un pyjama du parent qui sent le parent puis que l'enfant serre le toutou dans les bras. Et on allonge les intervalles avant d'intervenir lors des réveils. Alors, on attend un petit peu. Si l'enfant est confortable, s'il placote dans son lit, il est très bien. Là, on appelle ça du sommeil passif. OK? Alors, on peut attendre un petit peu avant d'intervenir. Et je vous suggère aussi de le faire dans le jour.
Alors, attendez un petit peu avant d'intervenir quand l'enfant vous réclame. S'il est dans une autre pièce, s'il est près de vous, attendez un petit peu, laissez-le patienter quelques minutes au lieu de toujours être à intervenir rapidement le jour. Alors, la nuit, il va s'attendre à ça aussi, que le parent intervienne rapidement et tout ça. Et pour que l'enfant, s'il y a un malaise avec ça, qu'il puisse le gérer de jour avec vous à côté, ça va être plus facile après de le gérer seul la nuit dans sa chambre. OK? Alors, on essaie d'introduire des jeux de coucou le jour, des jeux de je suis dans une pièce, je change de pièce, je parle à l'enfant dans l'autre pièce. Il m'entend, mais il ne me voit pas. Alors, ça aide à gérer ces malaises-là de je suis sans mon parent, mais OK, ça va, il me parle, je sais qu'il est là, même si je ne le vois pas. On peut introduire ça de jour. Et bien sûr, toujours, on maintient une routine stable et rassurante. OK? Donc, patience, cohérence, constance. C'est ce qui permet de favoriser aussi la confiance avec votre enfant. S'il sait que vous êtes solide et que ce que vous mettez en place, vous y croyez, il va y croire lui aussi. Alors, vers le grand lit, comment on sait que l'enfant peut être prêt? S'endort facilement et dort plus longtemps. Capacité à se rendormir seul après un micro-éveil. Donc, dans le cycle de sommeil, il se réveille et avant d'embarquer dans l'autre petit train, il est capable d'embarquer seul. Réclame moins la présence parentale au coucher. Peut rester dans son lit sans tenter de sortir. Montre de l'intérêt pour un grand lit ou pour une chambre à lui. L'âge et le développement moteur sont compatibles avec la sécurité du nouveau lit. OK, alors on essaie de ne pas aller trop vite pour le sortir de son petit lit de bébé pour aller dans un grand lit. C'est un grand lit, mais l'enfant n'est pas nécessairement rendu grand. OK? Alors, on peut y aller. L'enfant peut être dans son lit de bébé jusqu'à 24, 30 mois sans problème s'il n'essaie pas de sortir. Alors, on assure la sécurité parce que dites-vous qu'un coup qu'il est sorti des barreaux, là, au niveau de la sécurité, c'est différent. Il peut se promener dans son espace. C'est des choses qu'on doit penser et mettre en place. Alors, comme je disais tantôt, on implique l'enfant dans le choix de sa literie, dans le choix de son petit nid, comment il veut que ce soit. On introduit le nouvel espace progressivement. On garde la routine du coucher identique pour le rassurer. Donc, oui, il y a un nouveau lit, mais la routine n'a pas changé. Pas trop de changements à la fois. On utilise l'objet transitionnel, l'objet familier. On rassure l'enfant en début de nuit. Tu es couché, je vais revenir te voir dans 2 minutes. Je reviens. Je suis à l'extérieur, je suis dans la cuisine, je fais ma petite vaisselle et je reviens tout de suite après pour te donner un beau bec. On rassure l'enfant qu'il n'a pas nécessairement besoin de nous réclamer, qu'on va y aller. On va au-devant de son besoin. Et ensuite, on allonge le temps graduellement. Puis, ben, on peut offrir à l'enfant un petit diplôme, on célèbre ses réussites quand c'est une à la fois pour renforcer la confiance, des petits autocollants, des petites étampes, des bravos. Donc, on y va de cette façon-là pour que ce soit positif. Au niveau de la gestion des siestes, voici les signes et signaux que je voulais vous parler. OK? Les signaux de somnolence sont les signaux qu'il faut voir au bon moment. OK? Alors, l'ébaillement, le frottement des yeux, des oreilles, le regard, l'irritabilité, la perte d'intérêt pour le jeu. Hein? On est en service de garde, on voit ça, mais des fois, oups, on s'accote, on ne joue plus, le regard vide. Alors, il y en a quelques-uns. Ça ne veut pas dire que l'enfant les a tous en même temps, mais ils sont très subtils, puis souvent, ils sont au moment du jeu. Alors, les observer, ça veut dire, oh, c'est le moment où il doit être couché. Ce n'est pas le moment de partir une routine du dodo. C'est le moment où il doit être couché. Alors, c'est pour ça qu'il faut observer d'avance, de jour en jour, prendre ça en note, parce que ça revient souvent les mêmes heures de jour en jour. Je vais avancer un petit peu plus rapidement, mais je veux vous parler de adapter la sieste à la réalité familiale et scolaire. OK?
Alors, il faut vraiment respecter le besoin physiologique de sommeil selon son âge. On adapte la durée et l'horaire selon l'heure du coucher. On prévoit un temps calme si la sieste n'est pas possible. Et à l'école, maternelle 4 ans, 5 ans, ça prend un moment où est-ce qu'on doit se reposer. Éviter la sieste trop tardive. Donc, j'ai parlé tantôt du 15 heures pour préserver le sommeil nocturne. Maintenir une cohérence entre la maison, l'école ou le service de garde éducatif, hein. C'est de là la collaboration. On jase, on parle avec le professionnel. On informe les intervenants scolaires s'il y a des particularités avec l'enfant au niveau de son sommeil. Ça va permettre à l'intervenant d'ajuster sa journée. Parce que si ça n'a pas bien été la nuit, c'est sûr qu'il va avoir un impact sur le jour. Alors, c'est important de le savoir. Une sieste bien adaptée, ça soutient l'humeur, l'attention et la qualité de la nuit. Ça, c'est l'impact des siestes sur le sommeil nocturne. Ne pas penser que ça nuit, OK? Parce que ça prévient. Pensez qu'une sieste, je vous laisse lire ça aussi, mais pensez que la sieste est comme la collation du sommeil. Donc, elle est entre le lever du matin et le coucher du soir et elle empêche d'être excessivement fatigué. Un peu comme on a excessivement faim. On peut avoir mal au cœur, on peut être irritable, on baisse d'énergie. Alors, la sieste, c'est la collation du sommeil. Quand il y a des changements, c'est sûr que ça peut augmenter les réveils et nuire au sommeil. Que ce soit un déménagement, une séparation, la naissance d'un frère ou d'une sœur, ou d'autres transitions, l'école qui s'en vient, le changement de local à la garderie. On doit être au courant de tout ça et en prendre considération. OK? Il faut être conscient. Alors, comment on fait avec ça? Bien, on renforce les rituels de coucher pour sécuriser le plus. Malgré tous ces changements-là, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Et ça, c'est sécurisant. On n'oublie pas, oups, pardon, on n'oublie pas que ces stress-là peuvent euh, augmenter les pensées qui tournent rendues au soir chez l'enfant, là, OK? Donc, l'endormissement est retardé, sommeil moins profond, plusieurs réveils dus à l'inquiétude. OK, on doit savoir ce qui se passe. Puis bien sûr que l'impact de ça, rendu le matin, on doit le préciser aux intervenants qui sont avec l'enfant. On lui offre des stratégies de détente. On lui offre de valider ses émotions en le faisant parler, en le faisant nommer qu'est-ce qui se passe le plus possible. Quelques techniques d'apaisement que je vous ai mis là. Il y en a quelques petits trucs que vous pouvez faire. C'est mon approche, moi, elle est de façon ludique et naturelle. Alors, par le jeu, comment on peut transmettre des outils à l'enfant de façon amusante, mais qui favorise son sommeil aussi. Puis ça, ben, c'est tout au long de la journée, pas juste le 15 minutes avant le dodo, toute la journée. Comment on peut faire un équilibre entre les activités, tout ce qui est actif, tout ce qui est physiquement actif, et retomber dans un équilibre qui permet la relaxation et y aller plus mollo pour pas que ce soit tout le temps, tout le temps, tout le temps intense toute la journée. Je vais aller prendre les quelques questions qu'il y avait eu tantôt, si j'ai le temps, si vous êtes encore là. Oui, donc en fait, depuis, on a 5 questions maintenant, donc je ne sais pas si tu as le temps, on pourra passer par les questions assez rapidement. Je vais J'ai le temps. Si vous avez le temps, j'ai le temps. J'ai quelqu'un d'autre qui demande, il travaille avec un client, l'enfant a 17 mois et la famille mange tard, vers 22 heures le soir. Donc l'enfant est mis au lit vers minuit, 1 heure. Donc la personne demande comment assister cette famille afin que l'enfant ait une routine saine à l'âge scolaire. Oui, oui. Mais là, c'est sûr que ça. Est-ce que son rythme est-ce qu'au niveau de son 24 heures, parce que là, on dirait que c'est tout décalé, mais est-ce que cet enfant-là va en service de garde éducatif le jour? Alors là, à ce moment-là, sur son 24 heures, est-ce que ses heures
de sommeil sont comblés? Peut-être pas, parce que là, si le jour, il est là à la garderie le matin. Donc oui, oui, c'est sûr qu'il faut accompagner cette famille-là pour donner les bonnes informations justes et on peut les accompagner en parlant des besoins de sommeil sur le 24 heures. Alors, oui, c'est important de donner des outils. Puis, je ne sais pas, c'est quoi votre rôle dans la famille? Je ne sais pas c'est quoi votre rôle professionnel, mais moi, je sais que moi, je peux accompagner ces familles-là en leur proposant d'autres astuces. S'il y a une problématique, si l'enfant n'a pas ses heures de sommeil, si la famille vit des difficultés, hmm, Oui, parfait. OK, donc quelqu'un demande: «Ma fille a 5 ans et n'a jamais eu de difficulté de sommeil. La sieste a été enlevée dû au début de l'école et depuis le début de l'école, elle se réveille 1 à 2 fois par nuit. Ils ont essayé d'avancer l'heure de coucher, mais je pense que ça n'a pas marché. Donc est-ce qu'il y aura d'autres conseils, pour ce cas-là?» parce qu'elle se réveille la nuit. Ça dépend. Elle se réveille, mais est-ce qu'elle a besoin d'assistance pour se rendormir? Parce que c'est normal de se réveiller la nuit. Tout le monde se réveille la nuit entre chaque cycle de sommeil. Là, est-ce que la problématique est qu'elle n'arrive pas à se rendormir? Donc, est-ce qu'elle reste réveillée ou parce qu'elle a besoin de votre assistance à ce moment-là? Elle Et je dois aussi savoir comment ça se passe le soir à l'endormissement. elle a dit qu'elle a besoin d'assistance. Elle a besoin d'assistance et est-ce que c'est long ou non? Tu sais? Tout va bien Et le soir, mais elle se réveille en a besoin d'assistance. OK. Alors peut-être lui dire, comment vos attentes, nommez-lui vos attentes pour les réveils de nuit. Là, cette nuit, quand tu vas te réveiller, voici ce que je m'attends de toi et dites-lui où vous êtes. Moi, je suis dans ma chambre, je fais dodo. Toi, tu peux. On va l'outiller pour ses réveils. Ensuite, vous pouvez la rassurer avec votre voix. Tu vas, et lui dire, je suis dans ma chambre, mais quand tu vas te réveiller, je vais te parler. Je vais te dire que tout va bien, puis que tu peux te rassurer, que tu peux. Parce que l'enfant, il ne cherche pas à. Tout ce qu'elle fait quand elle se réveille puis qu'elle vous appelle, c'est qu'elle cherche à se rassurer. Alors, on doit d'emblée aller dire à l'enfant qu'on est présent et qu'on va répondre à ce besoin-là qu'elle a de se rassurer. OK, parfait, très bien. Puis une autre question, il y a quelqu'un qui demande: «Est-ce qu'il y a un terme pour le phénomène où l'enfant se réveille en crise, où il se désorganise car il vit un malaise physique, donc il a soif, trop chaud, envie d'uriner, ou est-ce que ça rentre dans la catégorie terreur nocturne?» Une terreur nocturne, l'enfant n'est pas conscient et n'est pas réveillé. Donc, ça dépend. Si l'enfant, là, il doit aller à la toilette, il nomme qu'il a chaud, qu'il a soif, et c'est pas une terreur nocturne parce que là, l'enfant est conscient et il vous parle, il est réveillé. Alors, en ce moment-là, il y a peut-être des associations qui ont été créées lors de ces réveils. OK, merci. Puis dernière question, c'est dans votre expérience, est-ce que les intervenantes sont ouverts à ajuster leurs pratiques suivant les besoins rapportés par les parents? Ou est-ce que se contraignent à cause des rituels mis en place pour tous? Euh, oui, les intervenants sont toujours ouverts la plupart du temps à mettre certaines choses en place, mais ce qui peut être contraignant, c'est de vouloir collaborer avec le parent tout en répondant aux besoins de l'enfant. Donc, par exemple, si le parent veut que l'enfant dorme moins le jour pour pouvoir le coucher plus tôt le soir, l'intervenant, lui, doit dire, je comprends, mais moi, mon rôle, c'est de répondre aux besoins de l'enfant le plus possible. Et alors, il y a des choses qui sont mises en place selon ce que les intervenants ont étudié pour le développement de l'enfant, parce que c'est leur rôle. Mais bien sûr que le rôle, c'est aussi de collaborer avec la famille. Alors oui, il y a des choses à mettre en place pour satisfaire tout le monde. C'est complexe, ce côté-là. Parfait, merci beaucoup. Donc je pense que là, on a
plus le temps pour des questions, donc n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Émilie. On va tout faire pour répondre à vos questions, vous envoyer des ressources. Parfait, merci beaucoup Émilie, c'était un vrai plaisir, puis on sera en Ben contact oui, forcément, pour la suite. Très bien. parfait, plaisir pour moi aussi. Parfait, bonne fin de journée. Merci beaucoup à Bye toi. bye, bonjour tout le monde.